Des bouchons à perte de vue. Les transporteurs de Guyane étaient ce matin dans les rues de Cayenne. Ils réclament plus de travail pour les professionnels locaux ainsi que des mesures efficaces de la part de l'État pour la sauvegarde du BTP guyanais. Bientôt une fin de conflit entre les agents de la mairie de Matoury et le maire. Après une proposition de protocole d'accord à l'étude jusqu'à tard hier soir, les deux parties travaillent encore actuellement sur une fin de conflit. Et puis, plusieurs habitants de la résidence Les Floraliers à Cayenne sont privés d'eau depuis plusieurs jours. La débrouille et l'entraide entre voisins permet de subvenir aux besoins en eau avant que tout ne rentre dans l'ordre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre session d'information de ce mercredi 24 février. On démarre ce journal avec l'opération Escargot menée toute la matinée par les transporteurs routiers de Guyane. Une cinquantaine de véhicules ont bloqué les rues de Cayenne, du centre-ville jusqu'à la CTG, puis dégradé Cannes. En cause, l'attribution des marchés publics dont ils se sentent systématiquement écartés au profit des géants du BTP. Un cahier de doléances a été remis à la préfecture. Xavier Paul Lepelletier. Des camions à n'en plus finir et un message simple, retour à l'allotissement. Ce matin, dans les rues de Cayenne, les transporteurs souhaitent mettre fin à la domination des multinationales dans l'attribution des marchés publics. Une domination qui favorise la fuite des capitaux. Les élus envoient les marchés groupés et les multinationales prennent tout le boulot et en plus, ils ne sont pas des professionnels du transport. Donc ce transport-là nous revient de doigts. Et cette manne-là leur enrichit globalement et ils repartent en Europe avec cet argent. Tout comme une certaine forme de favoritisme. Ils enrichissent un transporteur pour couler 99. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là ? Je le garde pour moi, cela. À terme, les transporteurs craignent qu'une telle situation mette en péril l'ensemble de l'économie guyanaise. L'économie guyanaise est une économie basée sur l'assistanat, c'est-à-dire la commande publique. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'ils fassent le nécessaire pour que cette économie puisse se dérouiller rapidement. Parce qu'actuellement, nous sommes vraiment dans une grosse détresse pour les transporteurs. Conscients des coûts supplémentaires que représente un retour à l'allotissement, les transporteurs savent pourtant avec qui les collectivités doivent dialoguer. Nous savons la difficulté aussi de mettre en place l'allotissement. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ADEAL sait bien le faire. Donc si aujourd'hui la CTG ou d'autres, je dirais, collectivités locales ne savent pas, ils n'ont qu'à se rapprocher de l'État, l'ADEAL, pour leur expliquer comment mettre en place l'allotissement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, dans le cas où on ne peut pas allotir, on ne peut pas séparer en lots, que ce soit un marché général, il n'y a pas de souci. Seulement, ce qu'on souhaiterait, c'est que la prestation de transport soit allouée aux groupements économiques qui sauront faire la part des choses de façon à ce que tous les transporteurs guyanais puissent travailler. Soucieux de déranger le moins possible la population, le mouvement partira de très bonne heure demain matin pour être à 6h45 à Kourou. Autre mouvement social dans l'actualité, celui de la mairie de Matoury. Après 13 jours de conflit, hier soir, les grévistes et le maire ont travaillé sur une proposition de protocole d'accord jusque tard dans la nuit. Le document a été travaillé aujourd'hui aussi par les deux parties. Il est actuellement toujours en attente de signature. Mia Pierre. Matoury vers une fin de conflit, c'est le sentiment que nous avons depuis hier après-midi, compte tenu des échanges entre le maire et les grévistes. Hier, les deux parties ont travaillé jusqu'à tard dans la nuit. Le maire Gabriel Serville a fait une proposition de protocole de fin de grève. Le document a été remis ce midi aux grévistes. J'avais déjà répondu aux revendications formulées par le collectif des salariés en colère. Il y avait 13 points de revendication. Sur 11 points, nous avons pu avancer, où j'ai pu évoquer des solutions à très court terme et puis d'autres solutions qui nécessiteraient un peu plus de temps. Néanmoins, il y a 2 points sur lesquels j'ai été intransigeant. C'est la question concernant le limogeage de la directrice générale des services et c'est l'autre question concernant le nombre d'heures travaillées par semaine, où j'ai expliqué aux syndicats et aux agents qui étaient présents que la loi les oblige à faire 1607 heures annuelles et qu'il ne saurait être question qu'ils fassent moins que ça. Toute l'après-midi, les grévistes ont décrypté le document. À 17h, ils ont à leur tour proposé un contre-protocole d'accord. Un document qui est actuellement entre les mains du maire. Il a accepté effectivement de mettre en place l'audit externe, mais là nous n'avons pas eu le détail de la procédure. Là nous avons demandé à être mentionné sur le protocole qui n'a pas été fait. La procédure engagée à mettre en place.
Et puis surtout le fait que nous avions demandé de maintenir nos horaires qui étaient établis auparavant. Le point le bloquant aujourd'hui à ce jour qui nous pousse à contrer son protocole, c'est le maintien de la DGS. Après 14 jours de grève, les deux parties semblent être prêtes à faire des compromis, mais 2 points restent bloquants. Et on parle éducation maintenant avec notre invité, le secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, Philippe Donatien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage dans le département, notamment pour l'Assemblée générale de votre syndicat, qui s'est tenue aujourd'hui. L'occasion pour vous de prendre connaissance des difficultés des collèges et lycées guyanais, voire les difficultés politiques à appliquer chez nous. Un des points importants était en tout cas la réforme du collège, qui prendra effet à partir de la rentrée prochaine et qui visiblement va poser un certain nombre de difficultés ici. Lesquelles ? Alors, les difficultés sont en Guyane comme en métropole, où les chefs d'établissement sont, je dirais, à la manœuvre, hein, avec un travail et un surcroît de travail cette année, puisque l'enjeu de cette réforme, qui est très ambitieuse, est d'appliquer la réforme sur les 4 niveaux à la même année, à la rentrée 2016. D'habitude, une réforme est faite sur un niveau, et puis il y a une montée progressivement année après année. Là, dès la rentrée 2016, 6e, 5e, 4e, 3e vont être concernés. Ça, c'est donc une vraie difficulté, un vrai accompagnement. L'autre travail, c'est d'accompagner le plan de formation des enseignants, puisque les méthodes pédagogiques qui vont être préconisées sont un petit peu en rupture avec ce qui se faisait jusqu'à présent, notamment sur de l'interdisciplinarité et de la co-animation, la mise en place également de l'accompagnement personnalisé. Donc ce sont des changements importants sur lesquels les chefs d'établissement sont amenés à accompagner les enseignants pour bien préparer cette rentrée. Alors cette réforme va être toutefois, je dirais, un peu plus facile à mettre en place en Guyane, puisque la plupart des établissements va devenir dans le dispositif REP, c'est-à-dire un réseau d'éducation prioritaire, ce qui amène des moyens supplémentaires pour répondre au public de la Guyane. Justement, on connaît les difficultés de la Guyane caractérisées par un manque d'effectifs, justement, manque de structure et d'établissements. Le département dans son ensemble est déjà en tout cas en zone REP. Normalement, ça se renouvelle si on ne se trompe pas. Réseau donc d'éducation prioritaire. C'est une réforme donc complexifiée peut-être ici, puisqu'on a l'impression qu'il va falloir apprendre un nouveau métier avec moins de moyens pour le moment. Alors, le REP+ va amener plus de moyens, hein, ça c'est clair, ça va amener plus de moyens. Par contre, mais dans le temps, pour l'instant, oui. Il manque encore un certain nombre. Alors, il manque des infrastructures, hein, mais au niveau de la pédagogie, il y aura des moyens supplémentaires. Maintenant, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Laurent-du-Maroni, de rencontrer mes collègues, et leur inquiétude est plutôt sur le nombre d'enseignants à la rentrée, hein, puisqu'il y a des manques d'enseignants. Aujourd'hui, il y a un manque, il y a des carences, hein, même au niveau des contractuels, on ne trouve pas forcément... au-delà des titulaires, on ne trouve pas forcément assez d'enseignants contractuels, donc il y a des manques, hein, par rapport aux besoins, d'une part, et puis il y a toute la problématique de la francophonisation, hein, avec des élèves et des jeunes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la langue écrite et parlée français. Donc cette réforme, elle est pertinente dans le cadre national, elle ne répond pas forcément à la problématique spécifique, et notamment de l'Ouest guyanais. Autre difficulté très importante ici, la question de la violence dans et aux abords des établissements qui revient souvent sur le tapis. Qu'est-ce que les chefs d'établissement peuvent faire face à cette situation ? Alors, les chefs d'établissement, par rapport à la violence, je dirais que la violence elle est presque moindre dans les établissements qu'en dehors des établissements. Dans les établissements, nous avons des CPE, vie scolaire, et tous les adultes d'un établissement. D'abord, il y a un règlement intérieur dans un établissement. Et donc, ce règlement intérieur s'applique à tout le monde. Des conseils de discipline peuvent être mis en place. Il y a des mesures alternatives aux conseils de discipline. Donc, je dirais la violence elle est plutôt bien endiguée au sein de l'établissement. Par contre, aux abords des établissements et à l'extérieur, cette violence et ces difficultés qui sont sociétales et qui se reposent non pas seulement sur l'école, elle entre dans l'école, mais elle arrive de l'extérieur, de la rue, dans l'école. Et donc, à l'extérieur de l'école, c'est un travail avec les chefs d'établissement, avec les mairies, avec les forces de police, de gendarmerie, mais également les associations, pour pouvoir effectivement accompagner les jeunes et, je dirais, les intégrer au mieux dans la société, parce que cette violence, généralement, c'est un problème, un cri d'appel sur l'intégration à la société. Donc, dans les établissements, ça se passe plutôt bien, et la violence est gérée.
Alors justement, peut-être que les chefs d'établissement peuvent communiquer plus à ce sujet pour peut-être faciliter, éviter en tout cas tous ces soucis qu'on entend aux abords des établissements qui sont visés par ces personnes. Alors là aussi, on est sur le fait de communiquer. Notre travail à nous est surtout un travail éducatif. Pas tant de communiquer. Alors contrairement à ce qui a été dit, ne pas communiquer pour pas cacher ou ne pas altérer l'image de l'établissement. Mais notre premier travail à nous, c'est un travail éducatif avec donc la gendarmerie quand il y a des faits de violence, avec les familles, avec les collectivités territoriales. Notre travail est un travail d'éducateur. Communiquer et reconnaître qu'il y a des faits de violence, oui, de toute façon, nous avons l'obligation de signaler immédiatement. Il y a un logiciel qui nous oblige de signaler immédiatement tout événement important au rectorat. Donc, il n'y a pas de volonté de cacher. Par contre, il y a un vrai travail, je dirais, d'accompagnement, de compréhension et d'encadrement des jeunes, bien au-delà du fait divers. On finit sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Donassir d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous évoquions justement tout à l'heure les difficultés des intervenants en langue maternelle à Saint-Laurent. Il y a quelques instants, justement un séminaire pour ces intervenants s'est ouvert ce matin à l'École supérieure des professeurs. Une première matinée animée par une enseignante venue de l'Université de New York et des ateliers de travail qui se tiendront durant 3 jours. Mia Pierre. Confortablement installés, les étudiants de l'ESPE de Cayenne et une cinquantaine d'intervenants en langue maternelle écoutent attentivement l'exposé de Christine Hello, professeure des universités et chercheuse sur les questions de bilinguisme et plurilinguisme. Elle leur explique comment inclure la langue des élèves dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai parlé de littérature de jeunesse, donc d'ouvrages qui sont écrits en français ou dans d'autres langues. Et une façon d'inclure les langues, c'est de traduire des ouvrages dans ces langues ou bien d'écrire dans les langues des élèves et avec les enseignants, entre autres les enseignants ILM qui parlent les langues de la Guyane, écrire les histoires de la Guyane et produire ces ouvrages bilingues ou multilingues pour que les enfants aient des outils pédagogiques avec lesquels ils peuvent apprendre à lire, dans lesquels ils voient leur langue familiale et la langue française. En Guyane, 80% des écoliers parlent une autre langue que le français. D'où l'importance pour Christine Hello de montrer aux futurs enseignants qu'il faut inclure les langues que les élèves parlent à la maison, à l'école, et travailler pédagogiquement avec ces langues. Cette intervention aura permis aux intervenants en langue maternelle d'enrichir leur savoir. Que nous, dans notre langue, comme on dit, c'est pas comme en français, on a plein d'outils à construire, à faire pour que cette langue soit bien assise. D'où ce que en français ils ont déjà, donc nous, on a tout ça de boulot à faire. Mais on est en bonne voie, on a beaucoup de production, et d'ailleurs on est là pour ça, pour en produire encore. Donc on est tout à fait satisfait, on est content de ce séminaire de la dame, Madame Hello, on vient de la voir. Et tout ce qu'elle a dit aujourd'hui durant cette séminaire, cette conférence, ça peut qu'enrichir notre boulot. Ça m'a permis, moi, de voir que la langue, toutes les langues qu'on retrouve en Guyane est valorisée. Elle nous a, dans le terme plurilinguisme, elle nous permet de valoriser notre langue. Valoriser la langue familiale des élèves et l'inclure dans l'apprentissage permet à l'enfant de mieux se sentir et d'apprendre plus facilement la langue de l'école. Cela a aussi des effets positifs sur le développement cognitif. Tous les travaux sur le bilinguisme ces 50 dernières années ont bien montré que lorsqu'on valorise la langue familiale des élèves et qu'on l'inclut dans les apprentissages, que ça, l'enfant il devient bilingue à l'école puisqu'il parle une langue à la maison et il en apprend une autre à l'école, et que si sa langue familiale est reconnue à l'école, cet enfant va se sentir bien en tant qu'individu qui apprend d'une part, et puis ensuite il va apprendre dans 2 langues. Certes, politiquement, certaines langues ont plus de pouvoir que d'autres, mais pour cette chercheuse, toutes les langues se valent. L'école devrait travailler et tout faire pour que les enfants soient fiers de leur langue. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons le calvaire des habitants de la cité Floralie, sans eau depuis plusieurs jours. Et puis nous parlerons du séjour de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe, arrivé hier dans le département. Il s'apprête à rencontrer de nombreux acteurs du milieu culturel. Découverte dans quelques instants. Des problèmes d'approvisionnement en eau dans la cité Les Floralies depuis la fin des jours gras, et ce sont les 3 derniers étages d'un bâtiment qui en font les frais. Pas d'autre choix pour les résidents que de se débrouiller. L'entraide entre voisins permet aux défavorisés de répondre à leurs besoins quotidiens. Reportage Jonathan Lariot.
Ce va-et-vient, Madame Burner le fait tous les jours. Sans eau chez elle depuis déjà 2 semaines, à 80 ans, elle est obligée de descendre les 6 étages qui la séparent de l'appartement de sa sœur. Bonjour Gilberte. Gilberte, je suis venue chercher un peu d'eau chez toi parce que j'ai pas d'eau chez moi. Avec un seau à la main, elle fait ses provisions d'eau pour la journée. Le matin, il n'y a pas d'eau, ça coule beaucoup plus tard. Ça coule, mais pas suffisamment pour faire notre ménage. Ça fait 2 semaines, ça coule. Il n'y a pas d'eau, 2 semaines. Je suis obligée de faire le va-et-vient. J'habite au 6e, ma soeur habite au 3e. Je suis obligée de venir chercher de l'eau pour monter chez moi. Et je fais que ça. Et ça me fatigue. On est obligé de fonctionner comme ça. Une fois le récipient plein, une autre tâche difficile l'attend. Il faut maintenant remonter les étages avec un poids en plus. C'est très compliqué, vu mon âge. Vous vous rendez compte? Tous les jours, je dois faire ça. C'est très, très compliqué. Centre-ville de Cayenne, la cité des Floralies, ou plus communément appelée le quartier de la Tour, les habitants doivent jongler avec leur arrivée d'eau. À partir du 6e étage, l'eau devient une denrée rare. La cause, un problème de pompe d'alimentation. Seuls les 5 premiers étages sont alimentés en eau potable. Ça fait 20 jours que nos adhérents sont privés d'eau, donc il est temps que cela cesse. On a l'impression que la CIGI laisse pourrir la situation de façon à décourager les locataires pour que ces locataires-là puissent partir d'eux-mêmes. Ce sont des personnes dites seniors. Heureusement qu'il y a de la bonne volonté au sein de ces habitants, de ces locataires. Il y a des jeunes qui donnent un coup de main à ces personnes âgées, dites seniors. Et il est temps que le bailleur fasse ce qu'il doit faire. Parce que si les locataires ne venaient pas payer leur loyer, la première des personnes que ces locataires vont voir devant leur porte, c'est l'huissier. La CIGI pointe du doigt les travaux qui ont lieu à côté des bâtiments. Ils auraient endommagé les tuyaux qui acheminent l'eau au logement. Pour l'instant, aucune solution n'est proposée aux habitants. Sur le front de l'emploi, l'année commence bien. En janvier, le Pôle emploi a enregistré une baisse de 0,2% des demandeurs en Guyane. Le département comptait 22 990 sans aucune activité à la fin du mois de janvier. Une baisse de 0,7% sur le dernier trimestre. Rappelons que les jeunes et les femmes restent les principaux touchés par le phénomène du chômage. Et toujours sur la question de l'emploi, la loi de travail de la ministre Myriam El Khomri pose problème. Décriée par la classe politique dans l'Hexagone, elle suscite chez nous aussi de vives réactions. L'Union des très petites entreprises de Guyane se dresse contre la réforme. Elle a rédigé un communiqué dans lequel elle explique les raisons de ce rejet. On écoute la présidente de l'Union. Elle s'exprimait au micro de Jonathan Lariot. Nous constatons que les dispositions qui sont dans cette loi sont réservées seulement à 4% des entreprises, c'est-à-dire celles qui aujourd'hui ont une représentation syndicale. Et donc on exclut l'ensemble des TPE de ce dispositif, ce qui fait que nous serons contraints d'appliquer le droit pur et simple des 35 heures sans aucune possibilité d'assouplissement. Nous disons que s'il y a une loi qui est mise en place, elle doit être valable pour l'ensemble des entreprises, y compris pour les TPE dans laquelle nous exerçons déjà avec nos salariés une démocratie au quotidien. Au-delà du ministère qui recevra effectivement notre courrier, nous disons qu'au niveau local, nous pouvons ensemble, avec les services de l'État, avec la CTG qui est devenue une puissance publique, trouver ensemble une vraie stratégie économique, parce qu'aujourd'hui, la problématique de la Guyane, c'est qu'il n'y a pas de stratégie économique. On essaie un petit peu des choses comme ça, à droite, à gauche, ça marche pas. Il faut une vraie lisibilité pour les entreprises à long terme, et ce n'est que dans ce cadre que nous pourrons effectivement envisager ensemble l'inversion de la courbe du chômage. Et les enjeux sont importants, puisque la croissance démographique est exponentielle. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire face à l'absorption des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais dans 15 ans, c'est 150 000 jeunes. Que ferons-nous? Donc il faut véritablement, dans un travail concerté, que nous trouvions des solutions aujourd'hui pour préparer demain. Voilà, mais avec l'ensemble des acteurs. Nous partons en Guadeloupe maintenant où l'ambassadeur de l'Inde, le docteur Mohan Kumara, effectue depuis hier une visite officielle dans le département. Dans son agenda, des rencontres avec les acteurs culturels de la communauté indienne notamment. Il était en tout cas ce matin à la résidence départementale du Gosier pour les présentations. Linda Kayarsi. Sans discours protocolaire, c'est en toute simplicité que l'ambassadeur de l'Inde en France échange avec les associations culturelles indiennes de l'île. Il fallait effectivement, même si l'ambassadeur a une mission très économique, il fallait quand même qu'il rencontre, c'est sa première visite en Guadeloupe, c'est la première visite également dans l'outre-mer français.
c'était très bien qu'ils puissent effectivement d'abord venir en Guadeloupe, c'est une fierté pour nous, mais également qu'ils puissent rencontrer ceux qui véhiculent les valeurs de l'Inde depuis des millénaires. Promouvoir un héritage commun et défendre les intérêts légitimes des Indiens non résidents en Inde ont également fait l'objet de discussions. Ils ont tous dit, écoutez, on a besoin d'un troupe culturel qui peut venir de l'Inde pour montrer l'audience ici, qu'est-ce qui se passe. Et nous avons un programme de très grande envergure à Paris qui s'appelle Namaste France, entre 15 septembre et 30 novembre. Donc je vais faire mon maximum d'envoyer une troupe culturelle. À part de ça, on a parlé d'une manière très franche des problèmes, hein, parce qu'ici ils ont besoin de cartes permanentes, hein, on dit Overseas Citizen of India. Moi je l'ai dit, écoutez, on va essayer de faire les cartes, mais entre-temps, je suis prêt à considérer un visa de long terme, 3 ans, 4 ans. Comme ça, ils ont quand même la confiance qu'ils peuvent aller en Inde quand ils veulent. Bien entendu, le volet économique reste le fer de lance de cette rencontre, de la visite de l'ambassadeur en Guadeloupe. Malgré le contexte international difficile, l'Inde est un marché à haut potentiel et les entreprises guadeloupéennes peuvent y trouver de belles opportunités de développement. J'ai déjà eu des discussions très utiles avec monsieur le préfet. J'ai aussi rencontré des opérateurs économiques pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'Inde. Il y a des propositions très concrètes, très intéressantes que je vais travailler à mon retour à Paris. Par exemple, il y a une société indienne qui est en train de produire les conteneurs de gaz pour la cuisine. Ici à Guadeloupe, il y a quand même un marché pour les conteneurs qui sont un peu petits, pour les gens qui vivent seuls, par exemple. Pas le grand conteneur qu'on a maintenant. Donc, ce sont des projets très concrets qu'on va travailler avec des sociétés Mumbai pour importer ces conteneurs. Dès demain, Mohan Kumar rencontrera les représentants des collectivités et de l'État avant de se rendre au monument dédié aux engagés indiens. Cette étude maintenant, l'UFC Que Choisir a dressé une liste de 185 produits cosmétiques qui comporteraient des éléments toxiques, allergisants ou irritants pour la peau. Une multitude d'articles dont nous ignorons finalement la composition, dentifrice, shampoing, déodorant, aucun produit du quotidien n'est épargné. Loïc Régis et Lauriane Saint-Louis. Parabènes, phénoxyéthanol, ces noms de substances ne vous évoquent peut-être rien, pourtant elles sont présentes dans de nombreux produits du quotidien. Shampoing, déodorant ou encore crème pour le corps. L'étude diligentée par l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir épingle 185 produits cosmétiques qui comporteraient des matières allergisantes, irritantes ou toxiques, des composants souvent ignorés des utilisateurs. Glycérine, stérane, CE, titanium. Non, je ne sais pas du tout. C'est du chinois. Je déchiffre tout, je fais attention à tout ce qui est écrit au conseil et aussi à ma peau. Je ne regarde jamais la composition, donc quand je viens ici, je sais déjà, je viens pourquoi, ce que je vais choisir. Ici, il ne s'agit pas d'une question de prix. L'étude concerne les produits des grandes marques, tout comme ceux des distributeurs. Cette grande surface enregistre très peu de retours d'articles liés aux réactions allergiques. Nous avons un organisme qui s'occupe du référencement des produits, qui sont aux normes mentionnées notamment par la DGCCRF, qui est la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Ceci permet de mettre en vente les produits sur le marché. Dans l'entrepôt de ce distributeur, 2000 références se sont stockées. Pour lui, pas d'inquiétude suite à la parution de cette étude. Les traces de matières toxiques seraient infimes et présentes dans peu de produits qu'il distribue. Le dosage est tellement infinitésimal qu'il ne représente aucun danger pour le consommateur. Et d'ailleurs, avant sa mise sur le marché, il a été validé par la Fédération française de cosmétiques ou toutes les autorités compétentes pour qu'on puisse justement faire sortir ce produit. Donc je pense que tout dépend du dosage. Des doses faibles, mais consommées quotidiennement, elles entraîneraient des effets visibles à long terme, irritation et allergies. Un dossier suivi de près par les associations de consommateurs. Un mot de sport pour refermer ce journal. Plus que 9 jours avant le premier tour de la Coupe Davis qui aura lieu du 4 au 6 mars en Guadeloupe. L'équipe de France de tennis est arrivée aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. On écoute le capitaine de l'équipe au micro de Yvan Lemar.
Bien là, on va aller à l'hôtel, s'installer. Demain, on va commencer l'entraînement. Ça nous permet, voilà, on a 9 jours, donc c'est bien. C'est assez long. D'habitude, on a moins de temps. Donc c'est bien, on va avoir le temps de s'acclimater. Vous savez que la surface est quand même différente de ce que les joueurs ont pu connaître depuis quelques mois. Donc ça prend un peu de temps. Mais on est là pour travailler, voilà, on est très contents d'être là. C'est les supporters qui attendent de nous. Nous, on n'attend rien. Nous, on est là pour leur donner du bonheur. On va bien se préparer et on va essayer de faire de ce passage un joli moment pour tout le monde. On a une très bonne équipe. On est homogène. Maintenant, vous savez, les saisons sont très longues, donc la Coupe Davis dépend beaucoup de la forme du moment. Donc voilà, à nous maintenant de travailler pour être prêts le 4, 5 et 6. Ainsi s'achève votre page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.